Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Sincèrement désolé de ne pas être présent physiquement avec vous aujourd'hui. J'aurais adoré retrouver en particulier celles ou ceux que je n'ai pas vus depuis un moment. Mais l'impératif est passé par là. Je voudrais certes remercier les organisateurs, mais saluer aussi leur à propos dans la conception du programme et le choix qu'ils ont fait, à mon sens, très judicieux de programmer cette intervention en tout début, car je vais être très descriptive et à travers une ou deux histoires, j'espère introduire cette journée et pouvoir lancer les débats. Car je vais sinon vous raconter ma vie, au moins vous en raconter un petit bout. Alors ces morceaux de vie, eh bien, ce sont en fait deux expériences vécues très récentes, contemporaines, à travers tout d'abord la question qui s'est posée de l'adhésion à la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche par une agence nationale, et là j'interviendrai assez rapidement. Puis je détaillerai un peu plus en profondeur la mise en application à Toulouse de la charte éthique et déontologique des facultés de médecine et d'odontologie que les conférences des doyens nous ont apporté sur un plateau il y a maintenant 3 ans. Alors voici la première histoire vécue. Il se trouve que je suis l'un des 7 membres du comité d'éthique et de déontologie de l'Agence Santé publique France, qui d'ailleurs est entre parenthèses, est appelé à être renouvelé à partir du 1er janvier prochain. Les appels à candidature sont prolongés en ligne sur le site de l'agence jusqu'au 3 novembre et donc j'en profite pour repasser cet appel à candidature. La description que je vais faire sera bien évidemment succincte, car en théorie les avis restent uniquement en interne. Pour autant, et puisqu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas eu non plus de polémique autour de ce sujet, je vais brièvement évoquer la question qui a été posée par la Direction de Santé publique France au comité d'éthique. Doit-on ou non adhérer à la Charte française de déontologie des métiers de la recherche, cette charte de 2015, qui était, je ne vous l'apprendrai pas, le fruit du rapport Corvol. La question donc était toute simple, doit-on rajouter le logo de l'agence finalement à la longue liste des logos qui figurent ici? Et on commencera tout d'abord par rappeler la mission d'une agence comme Santé publique France, qui est d'améliorer et de protéger la santé des populations. Pour ce faire, 3 axes principaux: anticiper, comprendre et agir. Alors très vite, on a considéré que si l'agence ne faisait pas directement de recherche, elle travaillait bien à partir de travaux de recherche et que la question était en ce sens éminemment légitime. Je me suis permis ici de rappeler brièvement les 7 principes généraux qui régissent cette charte. Il me semblait aussi qu'en introduction de ces 2 journées, ça pouvait être pertinent, même si beaucoup d'entre nous et d'entre vous surtout les ont parfaitement en tête, j'imagine. Le respect des dispositifs législatifs et réglementaires, la fiabilité du travail de recherche, la communication, la responsabilité dans le travail collectif, l'impartialité et l'indépendance dans l'évaluation et l'expertise, les travaux collaboratifs et le cumul d'activités, et enfin la formation, qui est peut-être le point sur lequel nous travaillerons un peu plus aujourd'hui. Alors, sans trahir toutes les délibérations du comité d'éthique et de déontologie de l'agence, nous avons bien évidemment émis un avis favorable, considérant encore une fois que l'agence utilisait des travaux de recherche et ne pouvait être exclue de cette réflexion. Les mots-clés qui animent l'avis tournent autour de ce que l'adhésion entraîne comme engagement, tourne autour de la nécessité d'intégrer un référent intégrité, ce qui est en cours, parle également de la nécessaire communication autour de tous les personnels et encore une fois de la nécessaire formation à cette culture de l'intégrité scientifique. Et j'aime bien citer cette phrase qui dit que parmi les objectifs, il s'agissait d'avoir trait et d'avoir à l'esprit la consolidation du lien de confiance avec la société, crucial pour une agence qui se situe en appui des politiques
publique. Et je ne doute pas que cette expression de politique publique est une expression qui résonne particulièrement bien dans cette enceinte et dans cette assemblée. La deuxième histoire que je souhaite vous raconter un peu plus longuement est celle de la charte éthique et déontologique des facultés de médecine et d'odontologie. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, dans le prolongement toujours du rapport Corvol et de la charte des métiers de la recherche, nos conférences respectives des doyens, médecine et odonto, nous ont fait redescendre dans les composantes cette charte en nous disant voilà, il faut la valider, la signer et faire en sorte qu'elle soit appliquée partout. Qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là à Toulouse? C'est que d'emblée, considérant qu'un projet de regroupement des facultés médecine, odonto et pharma était dans les tuyaux, les doyens de l'époque se sont d'abord empressés de dire bon, on va faire le minimum, la ratifier, et puis surtout on va attendre la constitution de l'UFR Santé pour la mettre en place, puisque comme ça il n'y en aura qu'une au lieu de plusieurs, puisqu'à Toulouse il y avait à l'époque, il y a toujours 2 facs de médecine, une de pharmacie, une d'odonto. C'était un peu compliqué. Alors 3 ans après, l'UFR Santé fonctionne au moins virtuellement, avant d'être définitivement adopté au 1er janvier 2022, mais ce fonctionnement virtuel de rodage nous a permis de mettre en place la commission afférente pour l'application de cette charte. Avant de traiter directement le sujet à Toulouse, je voudrais faire une petite parenthèse, changer de casquette, prendre ma casquette collège des enseignants odontologie santé publique pour vous rapporter un point de vue qui a été très marquant parmi les collègues de ma discipline. On trouve effectivement dans le texte de la charte l'idée que les facultés s'engagent pour une conduite responsable de la recherche et respectant en particulier ce principe et énonçant cette injonction, qu'une analyse statistique des résultats effectués de façon indépendante des promoteurs et des acteurs de la recherche doit être menée. Alors c'est quelque chose qui a beaucoup ému nos collègues. Partant de cette réflexion, c'est que pour les collègues épidémiologistes qui étaient habitués à travailler à la recherche et qui avaient appris à faire les analyses statistiques, ils nous disaient mais c'est notre job, si on sous-traite, ça va nous coûter, il est difficile de nous en départir comme ça, et c'est quelque chose qu'on a toujours fait et qu'on voudrait bien continuer à faire. Voilà, je voulais en parenthèse soumettre ce point de vue à la réflexion collective. Alors que se passe-t-il aujourd'hui à Toulouse? Eh bien, c'est l'instauration et la mise en place de cette commission de la déontologie de la faculté de santé pour répondre à cette injonction de nos conférences et doyens respectifs. Un document, un règlement intérieur a été promulgué, il comprend 4 articles que je vais tenter de vous décrire maintenant. Le premier article, le plus long, cite tous les engagements que nous devons prendre pour mettre en œuvre différentes actions. À commencer par la formation éthique et déontologique pour une conduite responsable. Sur ce sujet, nous commençons une forme d'audit pour recenser les différentes formations en formation initiale ou continue qui existent à Toulouse et qui vont probablement nous permettre une harmonisation. Ce sera sans doute un avantage. Point plus subtil ensuite, c'est la culture de la transparence, de la déclaration des liens d'intérêt et la notion de cumul d'activités accessoires également, la notion d'avantages et de cadeaux. Alors certes la loi anti-cadeau est passée par là, mais il y a là probablement des efforts que nous devrons mener pour que cette culture soit beaucoup plus présente parmi tous nos collègues. 2 points ensuite très importants, c'est la question des financements externes, de leur influence sur l'indépendance des contenus pédagogiques, des bonnes pratiques pédagogiques dans les relations avec les industries de santé. C'est toute la question qui tourne autour des partenariats publics-privés
devenu aujourd'hui indispensable au bon fonctionnement de la faculté, au moins de celle de chirurgie dentaire, car avec les coûts importants de matériel de travaux pratiques et les notions de budget qui ne sont pas vraiment à la hausse, eh bien, sans ces partenariats, nous aurions beaucoup de difficultés à fonctionner, et c'est un sujet sur lequel nous reviendrons sans doute dans les années à venir. Autre point où il va falloir initier des réflexes qui n'existent pour le moment pas du tout, c'est l'adhésion à cette charte des nouvelles recrues. Donc le recrutement, la promotion des personnels, alors que ce soit les jeunes titulaires, les jeunes contractuels, chefs de clinique ou assistants. Est-ce que la signature du document de la charte sera vécue uniquement comme une contrainte administrative ou comme un véritable engagement? On parlera aussi des liens avec les partenaires du soin, ce qui nous ramène au point précédent. Un point important aussi, c'est l'engagement de formation, d'écoute et de suivi des étudiants. Alors c'est une culture que l'on a tout petit peu mise en place déjà depuis quelques années, et la question du bien-être étudiant est sous-jacente à ce point. Et puis le dernier engagement, c'était la mise en place d'une commission de déontologie. Alors ça y est, première réunion le mois dernier, deuxième lundi dernier, ce lundi, et donc je vais continuer à vous raconter ceci. Article 2 du règlement de notre commission, eh bien, c'est définir les missions de cette commission. Je cite, examiner les questions relatives à la déontologie dans la recherche et la formation, à l'intégrité scientifique et aux autres manquements. 3 petits points, sans pour autant empiéter sur les missions d'autres structures, en particulier celles du CHU, et qui sont nombreuses, comme la commission des conflits d'intérêts, la cellule de harcèlement et de discrimination, la cellule d'échange et de soutien. Tout ça veut dire qu'il va falloir trouver sa place, définir notre périmètre d'action dans une multitude donc de cellules, de commissions. Et puis une autre réflexion, alors cet article 2 présente aussi le mode de saisine. Tous les personnels et usagers des facultés peuvent saisir la dite commission. Nous avons aussi convenu que nous pouvions nous auto-saisir, et pour le moment la grande question c'est allons-nous être submergés ou au contraire pas du tout sollicités, et c'est un point sur lequel donc on va travailler. Et enfin, 2 derniers articles qui organisent notre commission, c'est la composition et la direction de la dite commission. La composition, statutairement, doit comprendre des titulaires, des contractuels, des usagers, donc des étudiants, différents représentants des conseils de l'ordre, de la CME de l'hôpital, ce qui fait un total de 16 membres auxquels on ajoute un référent d'intégrité scientifique. On pourra s'interroger, et j'ai déjà quelques remarques à faire juste après, sur la possibilité de réunir régulièrement 16 membres. Quant à la présidence, donc c'est un duo président-vice-président, et c'est aujourd'hui le vice-président qui vous parle. Donc maintenant, le travail commence avec déjà 2 premières réunions de travail. La première réunion, il y a un mois environ, qui était juste prévue pour élire président et vice-président. Et là, aux merveilles, sans doute l'enthousiasme des débuts, 15 présents à cette première réunion. Ce lundi avait lieu la 2e séance, la vraie première de travail, et là, d'emblée, nous nous sommes retrouvés à 7, plus 2 excusés, mais ce n'est pas du tout un jugement de ma part et un reproche, car on imagine bien que réunir aussi régulièrement ce nombre de personnes risque d'être compliqué. Alors nous avons défini les premiers objectifs, qui est tout d'abord un objectif de communication, de faire connaître l'existence de la dite commission. Alors derrière, serons-nous submergés de demandes concernant pourquoi je ne suis pas intégré dans la liste des auteurs sur tel article ou autre, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais déjà faire diffuser le règlement intérieur qui tient en 3 pages, c'est assez bref, et faire connaître notre existence. Je l'ai évoqué, on va commencer par un état des lieux des formations à l'éthique de la recherche dispensées au sein de nos composantes médecine, pharmacie, odontologie.
On a parlé du mode de saisine, je l'ai dit aussi, et on a évoqué aussi la question de la publicité, entre guillemets, des avis qui seront émis, qui sont à destination des doyens. L'idée quand même que ça reste en interne. Et puis on a aussi, parce qu'il faut parler d'argent et qu'on a considéré que on ne pouvait pas fonctionner sans budget, on a commencé à établir un budget prévisionnel, probablement tout simplement pour aussi tester quelque part la volonté politique de l'université à soutenir cette démarche. Loin de moi l'idée de conclure sur ce sujet, tant il s'agit d'un sujet d'ouverture, mais je tenais à vous faire part de mes premières impressions. J'aurais voulu être à l'écoute des vôtres, mais j'écouterai le podcast très rapidement. Mes premières impressions portent sur une série de questions sur les enjeux qui apparaissent. Tout d'abord, effectivement, pour interroger la motivation des membres de la commission et de nos directions respectives. Cet enjeu aussi majeur pour moi qui consiste à rendre cette charte vivante, cette commission vivante, et la considérer comme étant au service de tous et plutôt qu'une contrainte supplémentaire pour tous. Il me semble aussi intéressant un jour d'avoir sans doute un point de situation national, voire de se rencontrer entre membres des commissions des différentes facultés pour échanger, comparer nos pratiques et avancer sur ces sujets. C'est pourquoi, en guise d'ouverture, je vous propose de nous quitter provisoirement sur cette fenêtre ouverte sur la scène de Pierre Bonnard, œuvre du début du XXe, d'avoir une réflexion sur effectivement la définition d'une charte. Est-ce une adhésion qui deviendrait juste une formalité administrative, hein, comme un contrat d'assurance qu'on signe sans le lire? Dans quel sens peut-elle être une règle fondamentale ou solennelle, et quel est aujourd'hui, en 2020, le sens de l'engagement? Alors, pour répondre à la question initiale, doit-on ou non adhérer? Ben oui, bien sûr. Alors, j'espère que c'est pas uniquement juste pour être poli. J'espère que c'est pas uniquement pour répondre à cette injonction sans en mesurer les conséquences en termes d'engagement. Et donc, en conclusion très provisoire, cette première expérience confirme et conforte en tout cas à mes yeux la nécessité de cette école de l'intégrité scientifique qui est, je crois, l'objet de la journée d'aujourd'hui. Je vous retrouve dès que possible par la diffusion sur YouTube et pour un peu égoïstement, mais moi le premier, apprendre beaucoup à cette école. Merci beaucoup de votre attention.